Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce journal. Remise de prix aux journalistes lauréats du concours de production sur l'avortement. C'était ce lundi au siège de l'ABPF. L'Afrique du Sud entame sa campagne de vaccination. Le pays est parmi les plus touchés par la pandémie du coronavirus. Et puis, les responsables libyens sont réunis près de Genève pour une élection historique après des années de conflit dans le pays. Bienvenue à toutes et à tous. Les lauréats du concours de production sur l'avortement organisé par l'Association béninoise pour la promotion de la femme ont reçu ce lundi 1er février le prix, une remise de prix au siège de l'ABPF à Cotonou. Laurent Roland Todenkes et Jean-Baptiste Boko pour le point. Jonas Bochi, Olive Oussougoué et Roger Yovo-Hérou, lauréats du concours de production sur l'avortement organisé par l'Association béninoise pour la promotion de la famille, ont reçu leur prix. C'était au cours d'une cérémonie fort simple au siège de l'association. Notre rôle est d'abord de faire prendre conscience aux uns et aux autres des dangers que ça représente, afin de créer un environnement et l'accès favorable aux populations qui n'en ont même pas conscience pour qu'elles puissent avoir accès à l'avortement sécurisé. Et je suis heureux aujourd'hui de vous accueillir dans notre association parce que vous avez été les meilleurs qui est sorti des articles de presse pour porter ce message à la population, les conscientiser pour que au Bénin on puisse enfin crier une fois que nous sommes arrivés avec votre aide, vous qui êtes de la communication, à 0 avortement dangereux, à risque dans le pays. Quand on aura fait ça, je pense que vous-même vous vous sentirez fiers et on pourra vous porter la chaîne de la victoire et de la gloire. 22 500 à 44 000 femmes meurent des suites d'avortement à risque dans le monde. L'une des principales causes de mortalité maternelle, entre 8 et 13%. Parmi les femmes qui survivent à un avortement, 5 millions de plus chaque année seraient confrontées à de graves complications de santé à long terme. À cela s'ajoutent les problèmes économiques et sociaux pour ces femmes. Dans ce cadre, l'ABPF et ses partenaires travaillent sur un projet pour réduire jusqu'à 0 décès liés aux avortements. Un projet dénommé « Sa santé, ses choix ». Et dans le cadre de ce projet, il était important d'assurer une meilleure communication et d'apporter des informations de qualité, surtout des langages basés sur des faits à la population. L'ABPF, dans ses stratégies, a tenu un atelier qui a réuni les journalistes qui, pour l'association, sont des acteurs clés en termes de communication. Et ces acteurs-là ont eu à travailler sur la thématique et rédiger des articles. Des articles et productions de presse qui ont servi de concours. Et au thème de la délibération, Olive Oussougoué de Radio Bénin, pour le compte des radios censors avec 7,66 points. Roger Yovo-Hérou de Défi Information pour le compte de la presse écrite, censeur avec 7 points. Et Jonas Bochi de la télévision Eden TV prend la première place de sa catégorie avec 7 points. Eden TV est bien connu de ABPF de par sa disponibilité et surtout de l'effort du personnel à travailler avec dextérité doigtée pour que la qualité puisse parler d'elle-même. Je tiens à souligner ici que le prix qui porte mon nom n'est que symbolique parce que ce n'est pas que Jonas Bochi, mais c'est toute la maison. Nous travaillons en collégialité en fait, et ce n'est que moi qui ai signé, mais c'est tout le personnel de la maison qui a contribué à la qualité de ce travail. Les lauréats ont reçu des chèques de 500 000, 300 000 et 200 000 francs CFA, respectivement, pour les catégories télévision, radio et presse écrite. Rendons-nous à la Commission électorale nationale autonome où les formulaires de parrainage ont été retirés du 12 au 31 janvier dernier. 159 élus maires et députés ont reçu ces formulaires pour parrainer des candidats. Le président de la Sénat a donné ce lundi matin un point de presse pour faire le point.
Comme vous le savez, mesdames et messieurs, l'article 44 nouveau de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, modifiant la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, dispose que nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi. C'est en application de ces dispositions constitutionnelles et légales que la Sénat a pris toutes les mesures appropriées pour délivrer aux potentiels parrains leur formulaire nominatif de parrainage, à charge pour eux de le remettre aux candidats de leur choix sans implication de la Sénat. Cette opération, prévue du 12 au 31 janvier 2021, s'est achevée en fait le 28 janvier avec l'accomplissement des formalités par le dernier potentiel parrain. Ainsi, au terme de cette opération, la Sénat voudrait annoncer officiellement que pour le compte de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, elle a délivré 159 formulaires nominatifs de parrainage sur les 159 attendus, soit 82 députés et 77 maires. Je voudrais rassurer tous nos compatriotes et l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral que nous avons pris un maximum de précautions pour sécuriser le document de parrainage afin d'éviter toute manipulation ou double emploi. Au terme de ce processus, je voudrais exprimer mes félicitations à tous les commissaires ainsi qu'à tous les cadres de la Sénat pour leur disponibilité dans le bon déroulement de cette opération. Restons à la Sénat, le dépôt de dossier pour la présidentielle du 11 avril 2021 a démarré ce lundi. 2 candidats ont procédé au dépôt de leur déclaration de candidature au cours de la première journée. Il s'agit de l'ancien ministre Galiou Soglo et du compatriote Patrice Simenou. Suivant un extrait de leur déclaration après le dépôt des dossiers. Je suis candidat parce que la Constitution du 11 décembre 1990 me le permet. C'est en effet notre loi fondamentale, la voix de tout un peuple qui a été votée par référendum. Et notre peuple mérite respect, compassion, amour. Et c'est pour cette raison que ni coercition, ni violence, ni veulerie, ni cupidité ne me détourneront vers le chemin de la liberté et le retour d'une vraie démocratie. Je suis candidat, je ne suis pas à ma première expérience. Depuis 2011, je ne fais que dire le mot que je dois dire à ce peuple. Et chaque fois, à chaque présidentielle, je me présente toujours. 2011-2016, j'étais là. J'ai été recalé. On ne peut pas me recaler 3 fois. Si on me recale 2 fois, on ne peut pas me recaler 3 fois. Je pense que cette fois-ci, je serai retenu parmi les prétentieux candidats. J'ai déposé mon dossier. J'ai eu mon récépissé. Il manque certaines pièces à compléter. On me parle de parrainage. Je suis candidat individuel.
Hors de nos frontières, 115 délégués libyens de tous bords sont réunis depuis ce lundi à Genève sous l'égide de l'ONU. Ils ont jusqu'à vendredi pour choisir un gouvernement de transition pour mener le pays jusqu'aux élections prévues en décembre prochain. La réunion du Forum du dialogue politique libyen, prévue sur 5 jours, a commencé lundi 1er février dans un lieu tenu secret autour de Genève. Dès son ouverture, la représentante des Nations Unies a exhorté les participants à confirmer l'issue démocratique du processus. Vous avez apposé une marque indélébile sur le calendrier pour la tenue d'élections nationales le 24 décembre de cette année. Cette date pour une élection à la fin de l'année a été décidée lors d'un précédent round des pourparlers au Maroc en novembre dernier. L'enjeu de cette semaine de discussion est de désigner un conseil présidentiel composé de 3 membres ainsi qu'un Premier ministre et un conseil de transition qui aura pour mission d'organiser le scrutin. Depuis la révolte de 2011 et l'intervention de l'OTAN qui a précipité la chute de Kadhafi, la Libye est profondément divisée. À l'ouest, le gouvernement reconnu par l'ONU, le GNA. À l'est, la plus grande zone du pays, contrôlée par l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar. D'abord allié à Kadhafi, puis opposant depuis la fin des années 1980, ce militaire s'est engagé en 2011 pour la chute du gouvernement. Et enfin au sud, une zone très peu densément peuplée, contrôlée par les tribus du sud, des milices qui se divisent entre les deux camps. C'est donc dans ce contexte que le Forum du dialogue politique libyen a déjà présélectionné 45 candidats, parmi lesquels il faudra choisir les 4 personnes qui constitueront l'exécutif libyen jusqu'au vote du 24 décembre prochain. La situation en Libye est très critique. Est-ce que la désignation d'un nouveau Premier ministre a des chances d'aboutir? Suivez l'analyse de Claude Blanche-Maison, éditorialiste et expert en relations internationales. Je crois que ce qui est remarquable, c'est que les 75 délégués libyens venus de tous les horizons, de tous bords, approuvés par l'ONU, sont réunis donc pour la 2e fois, cette fois-ci à Genève, et qu'ils ont la semaine en réalité pour choisir sur une liste de 45 candidats également approuvés par l'ONU, un Premier ministre, vous l'avez dit, ses 2 adjoints et puis 3 membres du Conseil présidentiel, qui seraient donc chargés d'assurer la transition sous la forme d'un gouvernement unifié jusqu'aux élections du 24 décembre prochain, élections législatives et élections présidentielles. La difficulté, c'est que leur travail est un petit peu miné par les principaux candidats à ces postes, puisqu'on sait que à Tripoli, du côté du gouvernement de l'Union nationale, le ministre de l'Intérieur brigue le poste de Premier ministre et que l'actuel Premier ministre démissionnaire n'est pas tout à fait d'accord avec cette candidature. Et de la même manière, du côté du maréchal Haftar, il y a une rivalité très forte entre le maréchal Haftar et le président du Parlement de Tobrouk, qui lui aussi est candidat à ce poste de Premier ministre. Alors, il est probable que ce processus qui est en cours à Genève va durer, qu'il peut durer d'ailleurs un peu plus longtemps que cette semaine, pour finir par dégager un consensus. Mais ce ne sera pas chose facile. L'Afrique du Sud entame sa campagne de vaccination. Le pays fait partie des pays les plus touchés du continent africain par la Covid-19. Il a reçu 1 million de doses de vaccins. Les premières injections vont commencer dans 2 semaines. Une course contre la montre. Avec 43 000 morts et 1,4 million de contaminations, le temps presse pour ce pays de plus de 57 millions d'habitants. Ce sont plus de 500 décès qui sont dénombrés chaque jour ces dernières semaines. Alors, face à l'urgence, Pretoria a décidé de ne rien attendre du dispositif COVAX de l'OMS et d'acheter ses propres doses. Si l'on devait rédiger un tome sur la lutte durable du pays contre la pandémie de Covid-19, lundi marquerait un nouveau chapitre, celui de l'anticipation, de l'espoir et des possibilités. 1 million de doses sont attendues ce lundi en Afrique du Sud. Il s'agit du vaccin Oxford AstraZeneca produit par l'Institut Serum en Inde. 500 000 doses supplémentaires sont attendues d'ici fin février. La campagne va débuter par le personnel de santé, 1,2 million de personnes, puis suivront 40 millions de Sud-Africains. L'objectif, une immunisation de groupe avant la fin 2021.
Mais la vaccination dans les pays riches a pris une, sinon 2 longueurs d'avance. La semaine dernière, lors du Forum économique mondial de Davos, le président Cyril Ramaphosa avait dénoncé le manque de solidarité des pays les plus fortunés. Nous sommes préoccupés par le nationalisme vaccinal. Les pays riches sont allés acheter beaucoup de doses de vaccins auprès des concepteurs et des fabricants de ces vaccins. Certains pays sont même allés au-delà et ont acquis jusqu'à 4 fois ce dont leur population a besoin. Et cela visait à stocker ces vaccins. Et maintenant, cela amène à l'exclusion des pays qui en ont le plus besoin. Vendredi, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé avait réagi en appelant au partage des doses. Nous demandons aux gouvernements qui ont déjà reçu des livraisons de vacciner leurs agents de santé et les personnes âgées, puis de partager les doses excédentaires avec le COVAX afin que d'autres pays puissent faire de même. Un plaidoyer pour une distribution plus équitable du vaccin, alors que la pandémie a déjà fait plus de 2,17 millions de morts dans le monde. Et puis, la France a appelé lundi l'Allemagne à abandonner le projet de gazoduc Nord Stream 2 avec la Russie en réaction au sort qui est réservé à l'opposant russe Navalny et à la répression des manifestants en sa faveur. Malgré la réticence de Paris, Berlin mise toujours sur Nord Stream 2. En réaction de soutien à l'opposant russe Alexei Navalny, la France a en effet demandé purement et simplement l'abandon du projet de gazoduc, reliant notamment la Russie à l'Allemagne. Nous avons toujours dit que nous avions les plus grands doutes sur ce projet dans ce contexte. La France est-elle favorable à un abandon ? On l'a déjà dit, en effet. Un abandon que la porte-parole du gouvernement allemand a repoussé en répondant, je cite, que le gouvernement fédéral n'a pas modifié sa position de base. Côté russe, l'appel de la France envers l'Allemagne à abandonner Nord Stream 2 ne freine pas les espoirs de voir ce projet conduit à son terme. Je n'ai aucun doute que la construction de ce gazoduc sera achevée parce qu'il est nécessaire. Nous en avons besoin, les Européens en ont besoin, notamment l'Allemagne. Et nos collègues allemands en parlent ouvertement. S'ils adoptent une position ferme, ne sacrifient pas une partie de leur souveraineté, ce qui s'est parfois produit. S'ils ne se plient pas à la position américaine, alors il sera sans aucun doute achevé. Début décembre, les travaux avaient repris dans les eaux allemandes, après avoir été suspendus pendant près d'1 an en raison de sanctions américaines. Le projet, initié en 2018, totalise 1200 km de liaison sous-marine pour un coût de plus de 9 milliards d'euros. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.